Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale surveillance numérique. Alors, au programme, nous vous ferons découvrir les dernières innovations en termes de reconnaissance faciale et biométrique. Nous vous ferons rentrer dans les coulisses de la lutte anti-drone sur les établissements pénitentiaires. Et dans le contexte des Jeux Olympiques, nous verrons comment les nouvelles technologies vont pouvoir assurer notre protection. Le numérique pour tous, spécial protection et surveillance numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale protection et surveillance numérique, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un dont les solutions nous protègent au quotidien. Il est vice-président de l'identité numérique et des solutions de vérification au sein du groupe Thales, Sébastien Guérémy. Bonjour et merci d'être parmi nous. Alors Thales, c'est une marque iconique du paysage industriel français et international. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les activités clés, s'il vous plaît ? Donc Thales est un leader de la haute technologie dans plusieurs domaines, la défense, l'aérospatiale et la sécurité et l'identité numérique. Très bien. Alors, vous êtes responsable de l'identité numérique, je le disais, et de la biométrie. Concrètement, expliquez-nous de quoi parle-t-on quand on évoque l'identité numérique ? L'identité numérique, c'est un jumeau numérique de vos documents d'identité qu'on appelle les documents régaliens et qui vous permettent à tout instant dans votre téléphone de prouver qui vous êtes, que ce soit dans le monde physique, en remplaçant un document physique, ou bien dans le monde digital en ligne. Et chez Thales, nous faisons le pari que cette identité numérique sera de confiance si elle repose sur deux points particuliers qui sont la protection des données, donc l'hypersécurisation de nos solutions via la cybersécurité, et la protection des accès, c'est-à-dire que je décide moi-même les données que je souhaite partager et avec qui je souhaite les partager. Mais alors cette identité numérique, elle est dans un portefeuille, on n'en est pas tous équipés aujourd'hui. Comment ça se matérialise très concrètement ? J'imagine, donc il y a ma carte vitale, mon permis de conduire, etc. Comment ça va se concrétiser et c'est à quelle échéance ? Alors en Europe, ça accélère puisqu'il y a cette régulation sur le portefeuille numérique européen qui sera véritablement votre tour de contrôle de toutes vos données personnelles puisque vous déciderez les données que vous souhaitez y mettre et puis la façon dont vous souhaitez les partager. Et ce sera vrai aussi bien dans le monde digital avec beaucoup de cas d'usage qui sont prévus, mais aussi dans le monde physique. Ça vous permet de reprendre un peu le contrôle sur vos données personnelles, y compris dans le monde physique. Je vais vous donner un exemple concret. Dites-moi. Vous allez en boîte de nuit. Vous n'avez pas forcément envie de dévoiler toute votre vie privée aux videurs. Vous avez simplement à répondre à la question: avez-vous plus de 18 ans ? Alors on va imaginer que j'ai peut-être à peu près 18 ans. Là aujourd'hui la question ne se pose plus, mais on va imaginer que la question se poserait. Voilà, la question se pose. Voilà. Et donc le videur vous demande simplement avez-vous plus de 18 ans ? Et c'est uniquement à cette réponse que vous allez répondre grâce à votre identité numérique. Vous n'allez même pas donner votre date de naissance et encore moins votre adresse, votre nom, qui sont autant de données confidentielles que vous pouvez protéger grâce à ces nouvelles technologies. Et donc ce portefeuille sera opérationnel à quelle échéance ? Aujourd'hui, c'est vraiment en phase finale de négociations au niveau européen et d'ici 2-3 ans dans les différents États membres, ce sera mis en place. Et Thales participe à 2 pilotes dans ce paysage-là. Alors, on le disait en introduction, vous intervenez dans le domaine de la biométrie. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la biométrie et dans quel contexte on peut utiliser justement cette application ? Alors, la biométrie, on est tous concernés puisque aujourd'hui, c'est ce qui protège le mieux notre identité. Pourquoi est-ce que ça protège aussi bien votre identité ? Parce que votre biométrie est unique et donc elle vous définit. Et pourquoi ? C'est quoi ma biométrie ? C'est donc votre biométrie, digital, ça peut être iris, vos empreintes digitales, l'iris et le visage. D'accord. Aujourd'hui, c'est les 3 modalités qui sont principalement utilisées par les gouvernements, dirons-nous. Et donc, elle vous définit, elle protège votre identité. Et pourquoi faut-il protéger votre identité ? Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier, mais votre identité, c'est quelque chose de très précieux. C'est ce qui vous donne des droits, le droit de vote, le droit d'accéder à des services publics fondamentaux, l'éducation, la santé, et c'est aussi ce qui vous protège de décisions arbitraires. Et donc pouvoir prouver qui je suis, c'est le premier pas pour pouvoir faire valoir mes droits, quels qu'ils soient. Mais alors concrètement, si on a accès à toutes mes données, on peut penser que la prochaine étape est un peu ce qui se passe en Chine, un système d'hypersurveillance de masse et peut-être un scoring de la population. On est à l'orée un peu de cette approche ici en Europe ou alors on est tranquille ? Alors
En Europe, on a de la chance car les données biométriques, par nature, sont des données personnelles, puisqu'elles vous définissent, donc elles sont très sensibles et très protégées. On a la chance en Europe d'avoir cette réglementation qui s'appelle Réglementation générale pour la protection des données et qui, bien sûr, encadre très strictement l'usage de la biométrie. Et c'est une chance pour nous en tant que citoyens, mais c'est aussi une chance pour nos clients, puisque ça sécurise l'usage qui peut être fait quand il est souhaitable de la biométrie. Et toutes ces données en circulation, avec tout ce que l'on entend au niveau des cyberattaques, aujourd'hui, on n'est pas dans un paradoxe. Plus on donne et plus on va être attaqué et avoir des clés d'entrée sur notre identité. Alors c'est clair que les cybermenaces sont partout, dans tous les types de marchés. Et c'est pour ça que mettre en place les meilleures pratiques en termes de cybersécurité est indispensable. Ça commence par exemple par le chiffrement bout en bout des données pour faire en sorte que vos données, si elles sont sorties d'un système quel qu'il soit, soient inexploitables puisqu'elles seront chiffrées. Et ça, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qu'on déploie dans toutes nos solutions et à commencer bien sûr par des solutions dans lesquelles il y a des données biométriques particulièrement sensibles. Donc ça veut dire que si vous avez toutes mes données, vous n'êtes pas quand même en mesure d'analyser tous mes déplacements ou c'est un petit peu ambigu. Si vous avez l'information sur moi, est-ce qu'elle est cryptée? Elle est chiffrée, voilà. Elle est chiffrée au niveau des systèmes pour faire en sorte que seul le système qui a une raison de l'utiliser puisse l'utiliser. Les mouvements de foule, c'est quelque chose sur lesquels vous intervenez. On sait qu'on va avoir une actualité assez riche en mouvements de foule l'année prochaine, en 2024. Oui, les mouvements de foule peuvent présenter un risque. Et là aussi, c'est intéressant de voir qu'avec les nouvelles technologies, on n'est pas nécessairement obligé d'entrer plus avant dans votre vie privée. On n'est pas obligé de vous demander de renoncer à certaines libertés individuelles pour vous protéger. Grâce à des capteurs des vidéos, sons, ou bien vous aurez un autre invité qui vous parlera de LIDAR plus tard. On peut détecter des mouvements de foule, on peut détecter des événements anormaux, je ne sais pas moi, une personne allongée dans la foule, et proposer aux forces de sécurité des interventions. Vous disiez qu'avec ce portefeuille numérique, pour conclure, on va reprendre le contrôle de notre identité et de nos données. Dans quelle mesure ? Eh bien, encore une fois, parce que toutes ces données seront à votre main dans votre téléphone et c'est vous qui déciderez à tout instant des données que vous souhaitez partager avec n'importe qui. C'est très clair. Merci beaucoup Sébastien Guérémy. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'identité numérique et des solutions de vérification du groupe Thales. Je vous propose de marquer une courte pause et dans la deuxième partie de cette émission, on va vous faire rentrer dans les coulisses de la lutte anti-drone sur les établissements pénitentiaires. Et avec nous également le créateur d'une technologie révolutionnaire qui permet d'analyser les mouvements au sein des foules. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission sur la surveillance numérique et la protection aussi numérique, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui a mis en place un système de lutte anti-drone autour des établissements pénitentiaires. Antoine Pau, bonjour. Donc vous êtes chef de projet au sein du ministère de la Justice. Alors Antoine, d'abord j'ai envie de vous demander, c'est assez impressionnant effectivement de mettre en place ce dispositif. En quoi la lutte anti-drone autour des établissements est devenue aujourd'hui une priorité ? Alors d'abord, il faut rappeler qu'une prison, par définition, c'est un lieu de privation de liberté, avec des droits bien sûr que ça implique. Il y a un gros accent qui est fait sur la réinsertion des personnes détenues, mais ça implique également forcément des interdictions et des restrictions. Ces restrictions, pour le cadre de la lutte anti-drone, c'est pour ça qu'on l'a intégré dans un établissement pénitentiaire, c'est de pouvoir endiguer le trafic de produits illicites. La technologie avance, les hommes aussi, forcément. Le drone, il apparaît depuis quelques années que c'est un des vecteurs privilégiés pour faire ce trafic-là. La lutte anti-drone, son rôle principal, et c'est ce que je m'attache à faire, c'est de stopper ces drones-là, ou du moins d'endiguer cette menace pour que les livraisons cessent. Concrètement, comment, le dispositif, si on peut en parler, en quoi il consiste justement pour endiguer la présence de drones sur ces établissements ? C'est de faire en sorte que les établissements pénitentiaires soient comme le Stade de France quand le 15 joue, c'est-à-dire que ça devienne une citadelle imprenable. Alors évidemment, il y a la technologie, donc ça nécessite des veilles, ça nécessite forcément apprendre de ses erreurs, corriger des failles, etc. Mais comme je disais au départ, c'est quand même un lieu, une prison reste un lieu sensible, avec énormément d'enjeux sécuritaires, avec les enjeux d'extérieur qui peuvent prendre des proportions un peu plus élevées à l'intérieur.
Une petite tension que vous vivez à l'extérieur, la moindre petite tension à l'intérieur, ça peut créer un climat d'insécurité certain. Moi, mon rôle et mon couloir, c'est vraiment de faire en sorte que les produits qui sont jugés illicites, il y a 2 niveaux, on pourra y revenir sur les produits illicites, n'arrivent pas à destination. Alors, les drones, dans le contexte qui constituent une menace, et c'est peut-être la principale menace dans le cadre des Jeux Olympiques, comme l'a rappelé Gérald Darmanin dans un discours qui a eu lieu le 23 mai dernier. Concrètement, c'est quoi les menaces que l'on peut appréhender aujourd'hui, à la fois dans le contexte des JO, mais d'une manière plus générale ? C'est un large panel en fait. Il faut savoir qu'un drone aujourd'hui, il est quand même très facile d'accès. Vous allez dans un magasin de jouets, vous en trouvez. Vous allez dans des magasins de grands distributeurs, vous en trouvez à moindre coût. Ça peut être utilisé ça peut être utilisé comme un jouet. Ça peut être utilisé pour des tournages télévisés. Ça peut être utilisé par le sport, etc. Et cette facilité d'accès, cette techno assez facile, qui consiste à appuyer sur un bouton et jouer avec un joystick, ça s'adapte tant à des actes bienveillants que malveillants. La menace tient de là. Quand on voit qu'un drone aujourd'hui peut être piloté jusqu'à plusieurs kilomètres de distance, ça fait qu'un acte malveillant qui avant en mode dégradé se faisait très près au risque de se faire interpeller, ce risque s'amoindrit. La lutte anti-drone s'inscrit dans ce cadre-là, c'est-à-dire être capable d'agir non seulement en action mais également en réaction. Un travail évidemment avec une veille technologique et un travail parce qu'il y a quand même l'humain qui reste derrière absolument, c'est-à-dire que la technologie, ça avance. C'est un peu comme quand vous achetez un téléphone portable le lundi, le mercredi, il est périmé, un nouveau modèle sort. Donc il faut être capable de contrer ces menaces-là et le temps que la technologie se mette en place, des partenariats avec les forces de sécurité sont essentiels pour pouvoir et d'une part stopper cette menace et d'autre part être capable d'appréhender ces personnes qui sont hors la loi. J'ai envie de vous demander, dans le cadre des Jeux Olympiques, on sait tous qu'une cérémonie risque de se dérouler sur la scène. On a les moyens justement de sécuriser nos athlètes et aussi les publics avec ces drones ? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux des Jeux Olympiques. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que récemment, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Qui est une bonne école pour que les organisateurs des Jeux Olympiques apprennent ou en tout cas tirent toutes les leçons de comment sécuriser un tel événement qui attire beaucoup de personnes, qui est un événement sportif majeur. Pour revenir sur la Coupe du Monde de rugby, c'est un lieu qui est resté une fête, il n'y a pas eu d'incident déclaré, c'est-à-dire qu'a priori, tous les moyens qui ont été déployés sont restés complètement transparents aux yeux des usagers et a permis de façon tout à fait transparente que cet événement se passe au mieux. Donc c'est plutôt de bon augure pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont ouvertes, de toute façon. On sait qu'il y aura il y a des activités qui vont avoir lieu dans des stades, dans des lieux fermés, mais également ça va occasionner des mouvements de foule. Les 3 appréhensions majeures pour ce type d'événement que la lutte anti-drone ou les moyens technologiques peuvent aider à inhiber, c'est les mouvements de foule, donc le personnel de Thales en parlait tout à l'heure, les comportements éventuellement suspects, mais également la crainte potentielle de survol d'emprise ou alors le survol de public. Vous avez un cas dont vous êtes assez fier dans l'Isère, vous avez pu désamorcer justement une attaque, vous pourriez nous en parler ? Oui, c'est un cas dont mon ministère est assez fier, puisque en fait c'est vraiment l'illustration c'est vraiment 3 leviers qu'on active qui sont des actions combinées. C'est-à-dire que le premier, c'est qu'on dispose vraiment d'un large panel existant de cadres juridiques, des décrets qui sont très vissés et qui sont évolutifs. C'est-à-dire que évolutif, c'est pas gravé dans le marbre, c'est qu'on se sert de jurisprudence ou alors de cas spécifiques pour faire évoluer les textes en fonction de la technologie. Le deuxième levier qu'on a mis en place, c'est se doter à travers un marché, donc notre marché, nous, est en vigueur depuis 2021, qui permet physiquement de répondre à ce décret-là. Et le troisième levier, c'est, comme je disais, c'est qu'il faut être conscient que la technologie a forcément ses limites, que mon travail, c'est de faire en sorte de challenger un peu les prestataires pour qu'ils puissent répondre le plus rapidement possible aux failles observées. Et dans cette attente-là, le troisième levier, et c'est le cas que vous citiez, qui a été assez documenté sur l'Isère, c'est de faire participer les forces de l'ordre à la deuxième lame, c'est-à-dire d'un côté, nous, on arrive à bloquer les drones et de l'autre côté, ça peut se traduire par une action physique d'interpellation en flagrant délit. À titre de rappel, puisque j'ai l'occasion d'en parler, le survol d'une zone interdite est réglementé et est puni tout simplement de 6 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende, juste pour un survol de zone interdite. D'ailleurs, je le précise parce que je vais souvent voir ce genre de cartographie sur Internet. Vous avez des cartes qui sont très très bien faites, qui permettent de dire où est-ce qu'on peut survoler, où est-ce que effectivement le survol est interdit, avec des licences de pilotes de drones spécifiques par zone. Donc je tiens à le rappeler à nos auditeurs. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup Antoine. Et pour terminer cette émission, une innovation technologique qui s'appuie sur une caméra qui filme en 3 dimensions. Donc ça, on va tout vous expliquer. Et cette caméra permet de mieux analyser les mouvements de foule. Raoul Bravo, bonjour. Donc vous êtes le président et cofondateur de la société qui s'appelle Outsight. Et vous avez notamment développé une technologie qui s'appelle le LiDAR. Donc alors, on va dire qu'on n'y connaît rien du tout en technologie. Vous allez nous expliquer tout ça. Donc qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette technologie de révolutionnaire ? Oui, bonjour, merci pour votre accueil. Donc, avant peut-être même de parler de technologie, c'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qu'on veut résoudre dans un monde idéal? Dans un monde idéal, que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit un aéroport, peu importe un endroit dans lequel on accueille des foules importantes, on veut résoudre un problème qui semble insoluble. D'un côté, on veut surveiller les mouvements, les gestes, les déplacements de chacun des visiteurs. Parce que c'est ça, en fait, qui permet d'anticiper des mouvements de foule, d'anticiper des comportements dangereux, etc. Donc, on veut ça, en fait. Il est nécessaire et très utile. Mais d'un autre côté, on veut éviter que les informations qu'on est en train de capter puissent être une menace à la vie privée et aux données personnelles. Et donc ça semble insoluble parce qu'aujourd'hui, les moyens qu'on avait pour capter des informations massives étaient des caméras. D'accord. Et d'ailleurs, ça marche pas très bien. En plus, c'est que c'est pas seulement un problème de privacité, c'est aussi une question de performance, que ça fonctionne pour des cas simples. Grosso modo, savoir à peu près combien de gens il y a à un endroit. Mais dès le moment où on veut avoir des mouvements un peu plus sophistiqués, ça veut dire qu'est-ce qu'il fait chacune des personnes, quelle est vraiment la trajectoire qu'ils suivent, par où est-ce qu'ils passent, etc. Et ça vous dit que la caméra de vidéo, la caméra, on n'y arrive pas. Limites. On n'y arrive pas. D'accord. Et on n'y arrive pas, même à des logiciels, etc. Pourquoi? Parce qu'une caméra ne permet pas une information que nous, maintenant, on est capable d'utiliser, qui est la position, la profondeur qu'on appelle de où se situent les gens. Dans une caméra, en fait, un objet qui est loin, mais qui est grand, il a la même taille qu'un objet qui est petit, mais qui est proche. Et donc, c'est un peu la base des effets spéciaux dans le cinéma. À la base, c'est ça, en fait. On joue avec ça. Et donc, ça, c'est pas un problème jusqu'au moment où l'information de où est-ce qu'il est l'objet vraiment est critique. Et donc, comment on fait? Du coup, on arrive au LiDAR. Alors, LiDAR, c'est la technologie que vous avez développée et donc qui est utilisée dans une caméra. Alors, nous n'avons pas développé la technologie LiDAR, en fait. La technologie LiDAR a été surtout développée pour la voiture autonome à l'époque, il y a quelques années. Pourquoi? Parce que pour une voiture autonome, il est assez critique de comprendre si un enfant il est dans la route ou dans la chaussée. Alors que c'est quelques centimètres de différence, mais ça a une signification qui est très différente. Et donc, comme il fallait cette capacité et que les caméras, comme on a dit, ne permettent pas, cette technologie a été propulsée pour la voiture autonome à l'époque. Très clair. À l'origine. Qui permet de détecter donc, pour une voiture si c'est loin, si c'est près. Voilà, si c'est loin, si c'est près, pour pouvoir freiner, éviter, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le matériel des capteurs de ce type de LiDAR, qu'on va expliquer comment ça fonctionne rapidement, ils ont ensuite été disponibles pour des applications de surveillance dans l'infrastructure. Donc, nous ne faisons pas le matériel. Il y a quelques dizaines de fabricants qui existent aujourd'hui. Nous faisons le logiciel qui permet d'exploiter ces informations-là pour qu'elles soient utiles, pour qu'on puisse vraiment les utiliser. Très clair. Alors, expliquez-nous les cas d'usage où on peut effectivement apprécier cette technologie. Voilà, donc en fait, le cas d'usage dont on parle comme exemple, c'est le suivi, ce qu'on appelle le traçage de mouvements des personnes. À l'échelle. À l'échelle, ça veut dire qu'on peut avoir des milliers ou des dizaines de milliers de personnes et on connaît la position exacte de chacun de ces individus. Et donc, on sait quel est leur mouvement, leur interaction, par où est-ce qu'ils passent, où est-ce qu'ils se déplacent, qu'ils utilisent, etc. Mais encore une fois, on ne sait pas quel est le nom de la personne. On ne sait pas que c'est Vanessa. On sait que c'est une personne, la même, en fait, qui est en train d'effectuer un mouvement. Donc ça, c'est un exemple qui est utilisé, par exemple, dans les aéroports pour optimiser les opérations. Aujourd'hui, c'est utilisé. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Orly, à Charles de Gaulle, etc. Vous pouvez voir que la technologie permet, en fait, de optimiser les ressources qu'on met à disposition. Donc ça veut dire qu'on a des opérateurs dans une salle qui ont plein d'écrans et grâce à votre technologie, elles voient les mouvements de foule à Orly ou dans un autre aéroport. C'est les images qu'elles voient. Alors, déjà, c'est effectivement un bon exemple d'une grande différence avec les caméras, c'est que les caméras, comme c'est la personne qui est le cerveau en fait de l'opérateur qui est en train d'analyser, il a besoin de beaucoup de caméras. Alors que là, on est en train de parler plutôt des données qui ont déjà été traitées par le logiciel. Et donc, la seule chose dont vous avez besoin en fait comme interface, comme regardez, c'est un écran, en fait, un seul écran qui peut vous donner la vision de l'ensemble de l'aéroport.
Donc dans un seul écran, vous pouvez, en tant qu'opérateur de lieu, mais la même chose sur un stade, la même chose sur une ville, si vous voulez, en fait. Vous pouvez avoir dans un seul écron la vision globale. Un supermarché, etc., etc. Et donc les raisons qui poussent en fait à cette technologie, c'est ce qu'on appelle améliorer les opérations, travailler mieux pour que ça soit plus efficace, améliorer la satisfaction des visiteurs. Dans un aéroport, en fait, s'il y a beaucoup de queues, etc., vous n'êtes pas content, et si vous n'êtes pas content, vous dépensez moins aussi dans la partie duty free, ou vous utilisez le moins de temps possible à l'aéroport parce que vous vivez pas ça comme une bonne expérience, donc vous essayez de minimiser le temps à l'aéroport, etc. Donc ça a des conséquences aussi. Et la troisième raison pour laquelle on utilise ces technologies, c'est la sécurité. C'est pour détecter, anticiper et réagir de façon immédiate à des situations dangereuses. Par exemple, il y a un attroupement de personnes à un endroit dans lequel, normalement, il ne devrait pas y en avoir, etc. Mais alors imaginons, il y a un danger, il y a un attroupement autour de ce danger. Comment, puisque les données sont anonymisées et qu'on n'a pas identifié le nom de la personne, on va pouvoir attraper la personne qui peut être potentiellement dangereuse? Alors, la technologie LiDAR elle-même, elle ne va pas pouvoir vous dire qui est la personne. Parce que, comme on a dit, c'est totalement anonyme. D'accord. Et donc, par contre, vous savez le lieu, vous connaissez le lieu exact et vous connaissez la position de l'individu, même si vous ne savez pas qui est. D'accord. Mais vous savez où il est. Donc, l'intercepter, en réalité, c'est plutôt de ça dont vous avez besoin. Si vous voulez intercepter quelqu'un, l'information qui est critique, c'est où il est. C'est pas tout à fait qui c'est. Et alors, pour conclure, votre technologie, est-ce qu'elle va être utilisée pendant les Jeux Olympiques? Déjà, il y a des gens qui réfléchissent à s'équiper avec le LiDAR pour certaines zones sensibles. Un peu plus qu'à réfléchir, effectivement. On a quelques projets dans les JO dont on ne peut pas nommer en détail, mais qui, effectivement, commencent à être utilisés pour justement trouver une solution à ces paradigmes entre le besoin de surveiller et le besoin de garantir la vie privée. Sébastien, Antoine, pour conclure, on parle beaucoup bien évidemment de la préparation des Jeux Olympiques et peut-être aujourd'hui d'un manque soit de ressources. Est-ce que le problème il est au niveau de la technologie ou il est un problème d'anticipation ou il est plutôt géopolitique? C'est quoi le véritable danger aujourd'hui? Non, en fait, il n'y a pas de. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut être conscient que on est face à des entités qui sont technologiques. La technologie va hyper vite. On a des générations qui sont beaucoup plus à l'aise que j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune avec ces usages-là. L'idée, sur une même phrase, quand on met technologie et sécurité, le jeu, qui n'en est pas un, mais j'ai pas trouvé d'autres mots pour dire ça, c'est vraiment d'anticiper avec un retour d'expérience assez certain sur les cas d'usage, et surtout de pouvoir se doter de prestataires qui travaillent avec nous et qui soient capables de faire des veilles opérationnelles constantes, qui soient capables de pallier à chaque faille, et comme je l'ai dit, en tout cas pour ma partie, nous on est déjà en mesure de pallier ces failles-là avec une interaction humaine, notamment sur les forces de sécurité qui ont un cadre juridique précis pour pouvoir contrer des événements que la technologie ne sait pas encore faire. Merci beaucoup Antoine, Sébastien et Raoul pour votre participation. On va considérer qu'on est bien protégé avec vous. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.